Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Juliette Camdet. Madame, Monsieur, bonjour. Le Togo résolument engagé sur la voie de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Le gouvernement a adopté hier en Conseil des ministres un avant-projet de loi en faveur du renforcement des droits de la femme. Les urgences à médecine étaient au cœur d'un séminaire de formation sur la médecine de catastrophe à l'endroit des étudiants en fin de formation de l'école des services de santé des armées de Lomé hier. Après 2 ans de trêve, les arènes dans la préfecture de la Kosa renouent avec les chaudes empoignades des lutteurs. C'est demain que démarre officiellement Evala 2022. Les sports, football, CAN féminine Maroc 2022, 3e sortie ce samedi des éperviers dames. La bande Akai Tometi joue demain la Zambie. radiolomé.tg. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe. Au cours des travaux, le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 2 communications. Le compte rendu des travaux avec le ministre en charge des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement, Christian Trimois. Le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi portant modification de dispositions législatives en faveur du renforcement des droits de la femme. Le gouvernement togolais s'est engagé à promouvoir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Ces efforts constants ont permis d'améliorer la condition de la femme et ont placé notre pays au rang des États exemplaires, en particulier dans les domaines économiques, social, juridique et politique. Dans la dynamique de poursuivre et renforcer ces actions, le présent projet de loi est proposé. Il vise notamment à renforcer davantage les droits de la femme dans les domaines du mariage, à l'occasion de la maternité, du travail, de la protection contre les violences domestiques et les violences économiques et de la sécurité sociale. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant procédure à observer pour l'adressage des voix par les collectivités territoriales. L'adressage des voix et des places est une compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales, conformément aux dispositions de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Le projet de décret a été élaboré en vue de définir la procédure à suivre pour l'exécution de cette compétence partagée, tout en définissant les voies et places susceptibles de faire l'objet d'adressage et en précisant les modalités techniques d'un adressage harmonieux. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et adopté le projet de décret fixant les modalités de destitution d'un maire ou d'un président de conseil régional. La loi relative à la décentralisation et aux libertés locales prévoit qu'en cas de dissension grave entre le maire et le conseil municipal, le président du conseil régional et le conseil régional mettant en péril le fonctionnement et la gestion de la commune ou de la région, le maire ou le président du conseil régional peut être destitué. Le présent décret vise à préciser les modalités de mise en œuvre du processus de destitution d'un maire, d'un président de conseil régional. Il tire les leçons de l'expérience récente de l'application de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Le Conseil des ministres a enfin examiné et adopté le projet de décret portant création, attribution et organisation de l'Agence nationale de développement des très petites et moyennes entreprises, dans le but de centraliser et de piloter de façon cohérente et structurée toutes les initiatives de soutien aux TPME. Il est créé par le présent décret l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises. Son adoption permet de mieux contrôler toutes les actions de financement orientées vers le développement des TPME, d'harmoniser et de garantir le respect des règles et procédures de financement, d'avoir une base de données pour un meilleur suivi. Par ailleurs, il concourt au renforcement des acteurs économiques conformément à l'axe stratégique 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative à la convention portant cadre de gouvernance pour la dématérialisation des procédures et services publics.
Cette communication a été présentée par le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. La communication vise à informer le Conseil de l'évolution du processus de digitalisation des démarches administratives. Elle soumet au Conseil de nouvelles mesures à prendre afin d'accélérer la transformation digitale des services publics togolais, ceci dans un esprit collaboratif. Le Conseil des ministres a saisi cette opportunité pour féliciter les équipes pour le lancement du portail servicepublic.gouv.tg. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative aux médiateurs de la République et à la collaboration avec les administrations et institutions de l'État. Cette communication a été présentée par le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. Pour rappel, le médiateur de la République est chargé de 2 missions essentielles, à savoir régler les conflits non juridictionnels entre les citoyens et l'administration et recevoir la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents de l'État. La présente communication vise à renforcer la collaboration entre les administrations publiques et les services du médiateur afin de créer les conditions d'un traitement plus efficace des réclamations des administrés. Fait à Lomé, le 7 juillet 2022, le Conseil des ministres. Une conférence de presse a fait suite au Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a donné des explications sur l'adoption des décrets pris en Conseil des ministres. Le texte adopté aujourd'hui permet de définir la procédure nécessaire à l'adoption ou à l'adressage des rues par les collectivités territoriales, puisque la loi adoptée confie cette compétence aux collectivités, mais aussi à l'État, et qu'il fallait créer le cadre juridique dans lequel la procédure va pouvoir se dérouler. Le texte qui est adopté aujourd'hui vise précisément, pour l'adressage des rues, à créer la collaboration entre les différents services qui peuvent être intéressés par un processus d'adressage des rues. Alors quand on dit adressage des rues, de quoi parle-t-on? Il ne s'agit pas simplement de mettre une plaque au coin d'une rue avec un nom. C'est tout un processus. Je vous donne un exemple. Si vous changez le nom d'une rue, vous changez la situation géographique et la localisation de tous les titres fonciers qui sont inscrits sur cette rue. Tous les propriétaires qui ont des terrains, qui ont des maisons, se voient impactés. Les collectivités territoriales aujourd'hui n'ont pas la maîtrise du cadastre. C'est l'État qui a le cadastre. Donc si une collectivité veut adresser une rue, donner un nouveau nom, établir de nouveaux numéros sur une rue, elle est nécessairement obligée d'associer à sa démarche au minimum le cadastre, de sorte à voir les impacts que le nouveau nom va avoir sur les titres fonciers qui existent déjà. Ensuite, il y a tous les autres services, les canalisations des eaux, les services d'électricité qui ont une codification ou un codage spécial pour les rues et pour les places. Il faut qu'ils puissent changer également dans leur base de données ces nouveaux noms qui vont être établis. Donc, il est nécessaire qu'un comité se mette en place et que ce comité puisse regarder l'opportunité de changer de nom ou de donner un nouveau nom à une rue, qu'il puisse voir les implications sur les propriétés existantes. Les services qui sont en place, si vous avez des services bancaires, une banque qui est installée, elle a une adresse, elle a des correspondants à l'étranger, il faut qu'on puisse voir la totalité des impacts sur tous ces services-là. Et c'est à la suite de tout le processus où chaque acteur définit quel rôle il va jouer pour pouvoir arriver au changement de nom que finalement on va arriver à poser la plaque à la fin de la rue parce qu'en amont, tous les services techniques ont pris leur rôle dans le changement de nom de la rue. Donc il ne s'agit pas simplement de décider de changer le nom d'une rue. C'est une équipe qui doit travailler autour de ce sujet. Et aujourd'hui, le décret adopté met en place cette équipe, ce comité technique, qui va permettre d'analyser ensemble avec tous les acteurs impliqués comment on procède à l'adressage des rues. Toutes les rues dans une commune n'appartiennent pas à la commune non plus. Il faut définir quelles sont les rues qui relèvent du conseil municipal, quelles sont les rues qui relèvent de la région par exemple, et quelles sont les rues qui relèvent de l'État. Un boulevard important dans une capitale relève de l'État et pas forcément de la collectivité territoriale qu'elle traverse. Une rue qui passe dans plusieurs collectivités territoriales ne concerne pas une seule. Elle ne peut pas décider toute seule de pouvoir changer le nom. Et la troisième, c'est de clarifier les notions comme compétence propre. La compétence propre veut dire que la collectivité peut avoir l'initiative, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit le piloter de manière solitaire. Elle doit associer tous ceux qui sont concernés par le domaine. Une compétence partagée veut dire que la collectivité peut prendre l'initiative, mais que l'État aussi peut prendre l'initiative. Dans ce cas, il faut une concertation entre les deux qui doivent prendre l'initiative pour pouvoir dérouler la procédure. Le décret adopté aujourd'hui clarifie toutes ces questions, définit les rues qui concernent les collectivités territoriales, précise la composition du comité qui va travailler là-dessus, et puis tout le processus, la documentation à fournir pour que les services techniques puissent pouvoir intervenir avant le changement de nom d'une rue
ou donner de nouveaux noms à des rues qui n'en avaient pas. Le décret s'applique à tout le territoire. Nous avons 117 communes. Le cas spécifique de Lomé, c'est que Lomé a en plus un district autonome, mais on peut en créer demain dans d'autres parties du territoire national. Et ensuite, vous avez les compétences de l'État. Si on prend Lomé en tant que capitale, il y a 13 communes, il y a un district autonome et il y a l'État. Et donc, ces trois grandes entités doivent pouvoir chacune exercer leur rôle sur la question de l'adressage des rues, par exemple, qui fait l'objet du décret qui est adopté aujourd'hui. Donc, pour Lomé, il faut prendre en compte la collaboration nécessaire entre la commune, le district autonome et l'État. Il faut que chacun définisse qu'est-ce qui appartient à quelle collectivité et quelle collectivité peut prendre des initiatives sur quelle rue ou quelle place nécessaire. Donc le décret permet aujourd'hui aux uns aux autres de pouvoir travailler en synergie. Il ne s'agit nullement d'empêcher les collectivités d'exercer le droit d'adressage qu'elles ont, mais c'est de créer un cadre de collaboration avec tous les services qui sont impliqués pour qu'un changement de nom, l'attribution d'un nouveau nom se fasse de façon tout à fait harmonieuse sans qu'il y ait des incidences sur la vie des uns. Le ministre Trémois est aussi revenu sur le décret fixant les modalités de destitution d'un maire ou d'un président du conseil régional. Le décret concernant les procédures de destitution des maires vient en application de la loi sur la décentralisation et les libertés locales. Il ne nous a pas échappé non plus. Depuis notre expérience de décentralisation depuis 2019, dans un certain nombre de communes, le besoin de destitution de maires s'est exprimé, à tort ou à raison. La loi prévoit des cas spécifiques dans lesquels un maire peut être destitué. Alors la liste est un peu longue. Je vous invite à la consulter, mais je vous donne quelques exemples. Le cas, par exemple, d'un détournement de deniers publics par le maire. Le fait que le maire puisse aller faire, par exemple, des emprunts sur le budget de la commune à titre personnel pour satisfaire ses besoins personnels, ce qui n'est pas normal. On n'utilise pas l'argent public pour soi-même. Le fait que le maire contourne les lois qui existent ou ne les respecte pas de façon répétitive. Le fait que le maire essaie de corrompre des gens ou qui ne respecte pas les règles de la comptabilité publique ou qui ne convoque pas les conseils municipaux, qui ne respecte pas les décisions et délibérations de son conseil municipal, etc., etc. Ces cas qui se présentent peuvent amener des conseillers municipaux à vouloir changer le maire. La destitution veut dire on veut changer de maire. Mais il faut que ce soit la majorité absolue du conseil municipal, c'est-à-dire la moitié des conseillers municipaux plus un, qui puissent écrire au maire, mettre à l'ordre du jour la raison pour laquelle il souhaite sa destitution et lui demander de convoquer un conseil municipal. Et à l'occasion de cette réunion du conseil municipal, la discussion va se mener sur l'opportunité ou non de destituer le maire, les reproches qui sont faits au maire, est-ce que c'est avéré, est-ce que ce n'est pas avéré. Le maire pourra éventuellement se défendre aussi. Et une fois que la décision est prise, le préfet doit en être saisi. Puis le préfet va convoquer une tentative de conciliation en fonction de l'infraction qui est commise ou en tout cas des reproches qui sont faits au maire. Bien évidemment, si vous êtes convaincu de détournement et que vous êtes condamné par la justice, il n'y a pas de conciliation à faire. C'est un fait que vous devez partir. Mais si ce sont des dissensions d'ordre personnel avec des conseils municipaux, ce comité de conciliation va tenter une conciliation d'abord. Si le comité aboutit à une conciliation, la décision de destitution est caduque. Si le comité n'arrive pas à une conciliation, alors le maire doit convoquer très rapidement, on dit sans délai, un conseil municipal pour procéder au vote. Et le vote, la destitution du maire est acquise aux 2/3. Voilà ce que dit la loi. Et le décret d'aujourd'hui permet d'apporter des précisions sur la procédure de conciliation, de convocation du conseil municipal, de saisine du préfet, les modalités dans lesquelles le vote va pouvoir se dérouler et éventuellement, si le vote des 2/3 est acquis, comment est-ce qu'il va pouvoir être destitué et la désignation de son successeur. Voilà les éléments qui sont prévus dans ce décret et qui clarifient les conditions dans lesquelles on pourrait éventuellement engager la procédure de destitution d'un maire ou d'un président du conseil régional. Nous allons enlever les élections régionales et cela s'applique également à ce niveau-là. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. L'école de service de santé des armées de Lomé a organisé un séminaire de formation sur la médecine de catastrophe à l'intention de ses étudiants de la 8e année en fin de formation. Ils ont été outillés pour faire face aux urgences. Paco Johnson. Ma jambe. Mon pied. Mon pied. C'est par ces simulations que les étudiants ont appliqué ce qu'ils ont appris pendant ces 10 jours. Le français médecin général Alain Pudupin, directeur des études de l'école d'application de services de santé de Libreville, un des formateurs, explique. Et en coordination avec un directeur de secours médicaux
qui là est un stagiaire, qui a donc appris pendant 15 jours à remplir ce rôle-là, de telle manière qu'il puisse sélectionner et trier les blessés pour que les plus graves soient évacués les premiers. Donc vous avez une coordination non seulement sur le plan sécuritaire, logistique et qualité des soins. Et c'est ça qui permet, a priori, de sauver les morts évitables. Et donc c'est tout l'enjeu, c'est de réagir rapidement parce que le chrono tourne, et donc de s'organiser pour que les blessés arrivent à l'hôpital dans les meilleurs délais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la médecine de catastrophe? Éric Dandigné, directeur du service de santé interarmée de l'Afrique centrale et de l'Ouest, répond. La base de la formation, c'est le secourisme. Donc ça, on réapprend les gestes de base de survie. Ensuite, on apprend l'urgence individuelle. Donc il y a plusieurs modules. Et ensuite, vient la médecine collective et la médecine de catastrophe pour couronner l'ensemble. C'est surtout appréhender, s'organiser, trier, avoir une méthode pour prendre en charge le maximum de personnes et de sauver le maximum. Quelques étudiants expriment ce qu'ils ont pu assimiler pendant cette formation. Nous avons appris à superposer la médecine individuelle que nous avons apprise à la faculté à une médecine collective dans le but de pouvoir sauver le plus grand nombre de victimes lorsqu'il y a des catastrophes dans nos pays. Nous avons appris durant cette formation à reconnaître les situations de catastrophes, sachant qu'elles sont très nombreuses. En partant des inondations, des situations qui menacent notre... Pour cela, nous avons été dotés d'une formation qui nous permettra de mettre en œuvre tous les moyens mis à notre disposition pour sauver le maximum de vies. La formation a été sanctionnée par un diplôme universitaire. Ils sont en tout 21 étudiants, dont 12 Togolais, 5 Béninois, 2 Camerounais, 1 Malgache et 1 Congo-Brazza. Eux aussi peuvent nécessiter de prise en charge en urgence. Il s'agit des EVALA qui démarrent justement à partir de demain dans la préfecture de la Kosa. Après 2 ans de pause en raison de la crise sanitaire, EVALA en pays Kabylie a lieu cette année du 9 au 17 juillet dans la région de la Kara, bien entendu. C'est l'occasion pour le jeune Evalo de se distinguer parmi ses co-initiés par sa force, son endurance et l'élégance même de sa technique. Il s'agit en effet d'une cérémonie initiatique qui permet de passer de la classe de l'adolescence à l'homme adulte. Comment passe-t-on d'une classe à l'autre durant 3 années d'initiation? Léontine Tedjeou de l'agence togolaise de presse Kara. Les initiés de l'année 2020 achèvent leur 3e année de lutte cette année 2022. Ceux de 2021 entament leur 2e année pour terminer en 2023, tandis que les initiés de l'édition 2022 commencent leur 1re année pour finir en 2024. Toutes ces catégories d'initiés feront leur cérémonie condamnant en 2025. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Agenda culturel. Geneviève Oupognon nous parle aujourd'hui du Togo Casting Awards, acte 2, du concert gospel et du concert d'anniversaire, du concert d'Ali Jazz, de la 2e édition du marché des arts et des spectacles de Kémérida, et puis, bien entendu, du démarrage des luttes traditionnelles EVALA en pays Kabylie. Après 2 ans de suspension à raison de Covid-19, les populations de la Kosa renouent avec leurs rites et traditions. Les luttes traditionnelles EVALA démarrent ce samedi 9 juillet en pays Kabylie. Plusieurs activités sont au programme à ces moments de réjouissance et de retrouvailles. Autre sujet, 2e édition du marché des arts et des spectacles de Kémérida, c'est du 29 juillet au 28 août prochain. 13 pays dont le Togo prennent part à cette édition. Au chapitre de la musique, l'artiste Ali Jazz est de retour sur la scène musicale togolaise. Il sera en concert le 22 juillet prochain à partir de 19h au Palais des Congrès de Lomé. Concert d'action de grâce pour les 17 ans de carrière musicale du chanteur Eugène Abladevi. Ce sera le 17 juillet prochain à partir de 14h30 à l'église TDM à Agonivé. 17 chanteurs seront sur scène pour cette célébration. D'un concert à un autre, Fest et Best Ministry présente l'artiste Isaac Fest. Un concert le dimanche 24 juillet à 15h à l'église internationale de louange triomphante. Et puis, Togo Casting Award Acte 2 se déroule du 15 au 17 juillet prochain au Centre culturel d'Avedi.
Sport, football, CAN féminine Maroc 2022. Les éperviers dames affrontent ce samedi la Zambie pour le compte de la 3e journée des matchs de poule. Auréolées du point du nul face au Cameroun, les filles de Kai Tomiti envisagent de créer la sensation. Henri Ochocho. C'est une rencontre que les éperviers dames vont jouer sans la capitaine Nathalie Batate, suspendue pour cumul de cartons jaunes. Après le match nul face aux Camerounaises, les filles de Kaïtometi affrontent ce samedi les Copper Queens de la Zambie, première du groupe avec 4 points. La défense togolaise, composée de Kaglan Ayawa, Assignon Akoko ou encore Tete Hudio, sera face à l'attaque zambienne conduite par Avel Chitundu. La sélection togolaise peut aussi compter sur un trio puissant au milieu de terrain avec à sa tête Otete Nintema. Cette rencontre sera dirigée par l'Ougandaise Nabada, arbitre international de la FIFA depuis 2018. Togo-Zambie, c'est ce samedi au stade Moulay Hassan de Rabat à 20h, temps universel. CAN des moins de 23 ans, la compétition aura lieu au Maroc en 2023. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football. Après la CAN féminine qui se tient actuellement, le Maroc a été désigné pour accueillir la phase finale de la CAN U23. La phase éliminatoire se déroulera en 2 phases. La première du 19 au 27 septembre 2022 et la seconde du 20 au 28 mars 2023. Au terme de la compétition, les 2 finalistes et le 3e valideront leur ticket pour les JO Paris 2024. Cette édition s'achève. Le rappel des titres. Le Togo résolument engagé sur la voie de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Le gouvernement a adopté hier en Conseil des ministres un avant-projet de loi en faveur du renforcement des droits de la femme. Les urgences à médecine étaient au cœur d'un séminaire de formation sur la médecine de catastrophe à l'endroit des étudiants en fin de formation de l'école des services de santé des armées de Lomé. Après 2 ans de trêve, les arènes de la préfecture de la Kosa renouent avec les shows d'empoignade des lutteurs. C'est demain que démarre officiellement Evala 2022 et puis les sports du football. CAN féminine Maroc 2022, 3e sortie ce samedi des éperviers dames. La bande à Kaïtomiti joue demain la Zambie. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg